Nous allons aborder dans cette vidéo la crise de 1929. Écoutez bien, car le sujet semble anodin, mais revêt une grande importance. La crise de 1929 n'est pas un simple accident boursier. C'est une rupture systémique. Elle marque la fin du capitalisme libéral du 19e siècle et fait basculer le monde de l'esprit de coopération des années 20 à la brutalité des années 30. Comprendre 1929, c'est comprendre pourquoi la Seconde Guerre mondiale est devenue inévitable. Remontons avant le krach. L'après-guerre est un château de cartes. L'Europe est ruinée et endettée, tandis que les États-Unis sont devenus les créanciers du monde. Mais ce système est bancal. Le retour du Royaume-Uni à l'étalon or en 1925, par pure fierté nationale et à un taux surévalué, asphyxie déjà le commerce européen. Aux États-Unis, les Roaring Twenties cachent une économie malade. C'est le paradoxe du Fordisme. La production industrielle explose grâce au travail à la chaîne, mais les salaires stagnent. Résultat, une demande insuffisante. Pour écouler les stocks, on invente le crédit à la consommation de masse. Les ménages s'endettent pour acheter des voitures, et pire, pour spéculer en bourse. On achète des actions à la marge, c'est-à-dire à crédit. La prospérité américaine repose sur une bulle de dette prête à exploser. Le jeudi 24 octobre 1929, le jeudi noir, la bulle éclate. Mais attention, le krach boursier n'est que le détonateur. Ce qui transforme une chute des cours en dépression majeure, c'est l'absence de régulation. Les banques, qui ont prêté aux spéculateurs, font faillite. Elles coupent le crédit aux entreprises saines. C'est le crédit crunch. Sans trésorerie, les usines ferment, le chômage explose. C'est le cercle vicieux de la déflation. Les prix baissent, donc on reporte ses achats. Donc la production baisse encore. Le visage humain de cette crise, c'est la misère sociale. Aux États-Unis, la catastrophe économique se double d'une catastrophe écologique, le Dust Bowl. L'agriculture intensive a épuisé les sols, transformant les plaines en déserts de poussière. Des millions d'Américains, comme les Hokies décrits par Steinbeck, sont jetés sur les routes, s'entassant dans des bidonvilles ironiquement surnommés Hooverville, du nom du président libéral incapable de réagir. La crise devient mondiale par deux canaux qu'il faut maîtriser. Premier canal, la finance. Les banques américaines rapatrient leurs capitaux d'urgence, provoquant des faillites en chaîne en Europe, notamment en Allemagne et en Autriche dès 1931. Second canal, le commerce. Les États-Unis augmentent les taxes sur les importations, erreur fatale. Le monde entier réplique par du protectionnisme. Le commerce international s'effondre de 2/3 en valeur. Les pays exportateurs de matières premières, notamment en Amérique latine, sont ruinés. Face à ce désastre, les vieilles recettes libérales échouent. En Europe, les gouvernements tentent des politiques de déflation. On baisse les salaires et les dépenses publiques pour équilibrer le budget. Les idées de Keynes sont mises en pratique. Il pense que l'État doit au contraire dépenser pour relancer la machine, quitte à être en déficit. C'est ce que tente Franklin Roosevelt avec le New Deal dès 1933. L'État fédéral devient un acteur économique central. Régulation bancaire stricte avec le Glass-Steagall Act, grands travaux pour employer les chômeurs et création de la sécurité sociale en 1935. C'est la naissance de l'État-providence aux États-Unis. Ailleurs, la crise nourrit les extrêmes. Les démocraties, impuissantes face au chômage, perdent leur légitimité. En France, l'instabilité politique mène au Front populaire, une réponse républicaine à la crise. Mais en Allemagne, l'impact est fatal. L'explosion du chômage offre un boulevard au parti nazi. Hitler arrive au pouvoir légalement en 1933 en promettant de résoudre la crise sociale. Bonne révision et bonne chance pour le devoir de mardi.